Bien, bonsoir à toutes et à tous. Quatrième séance de ce cours sur l'architecture de Frank Gehry, consacrée aujourd'hui à ce que j'appellerais le tournant numérique, c'est-à-dire cette coupure épistémologique, pourrait-on dire, avec Gaston Bachelard, qui intervient dans son travail à la fin des années 80 et au début des années 90 et qui coïncide avec, en gros, avec le début du travail sur le musée Guggenheim de Bilbao, qui est une opération menée très rapidement, en 6 ans, pour un projet aussi important, que je vais regarder dans le détail aujourd'hui. Donc le tournant numérique s'effectue, je dirais, au croisement de plusieurs projets. Le Guggenheim de Bilbao qui le manifeste, le Poisson de Barcelone qui est sans doute une des premières expériences dans ce domaine, le Walt Disney Concert Hall qui est le projet qui pousse Gehry, qui ne le voulait pas, à introduire l'ordinateur pour conduire les projets à l'agence. C'est le Walt Disney Concert Hall, on le verra aussi, qui est à l'origine de la pression, une pression exercée sur Gehry par son maître d'ouvrage pour que ce projet passe sur ordinateur. Et bien sûr, il y a le travail sur la maison Lewis dans l'Ohio qui dure 6 ans, un projet considérable pour une résidence particulière qui va concrètement permettre à Gehry de mettre au point les procédures numériques. Gehry, quand je parle de Gehry, dans ce cas, je parle de l'entreprise Gehry, de l'agence. C'est avec ce projet que l'agence va mettre au point ses propres procédures numériques. Je reviens une seconde sur Bilbao, dont je parlerai tout à l'heure, qui est évidemment un bâtiment très important parce qu'il assied la réputation mondiale de Frank Gehry et qu'il crée un événement à l'échelle planétaire, je dirais. C'est un événement aussi pour sa stature professionnelle aux États-Unis. J'en veux pour preuve ce numéro de cette enquête de Vanity Fair en 2005, question posée à 52 experts et parmi lesquels 11 lauréats du prix Pritzker en architecture. Quel est le bâtiment le plus important construit depuis 1980? À une très grande majorité, ce fut le Guggenheim de Bilbao, qui a été salué par beaucoup. Je pense ici à l'hommage de Philip Johnson, qui avait été un fidèle soutien de Gehry depuis la fin des années 70 et qui a été filmé dans le hall, dans le lobby du Guggenheim, que nous verrons tout à l'heure, interrogé par un programme de télévision américain et disant « L'architecture, ça n'est pas une question de mots, c'est une question de larmes ». Et en se mettant à sangloter, il dit « J'éprouve ici le même sentiment que dans la cathédrale de Chartres ». Donc, nous reviendrons sur ce bâtiment considéré ainsi comme le plus important du monde en 2005. Et nous allons voir comment la rencontre de Gehry et des procédures numériques intervient. Je retournerai au projet de Walt Disney, qui est un projet, comme vous le voyez, très long. 1988 à 2003, c'est pendant cette période que le Guggenheim est construit, c'est pendant cette période que le projet Lewis se développe, mais finalement, le projet pour Disney va enregistrer dans ses transformations tous les épisodes autour desquels pendant lesquels le rapport de Gehry au numérique va se construire. Parlons un peu de Jean-Louis, Oui, Jean-Louis, je me permets de vous interrompre parce qu'on n'a pas d'image et on ne sait pas si c'est normal. non, c'est pas vrai. Ah, Voilà. j'ai oublié de partager l'écran. Alors, Voilà. Et tout le monde s'agite autour de moi, alors je me permets de vous interrompre. désolé, j'ai oublié de partager l'écran. Je vais être obligé de recommencer pour l'enregistrement. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai oublié de cliquer sur l'écran. Donc,
vous me pardonnerez de me répéter, mais je pense que vous couperez le début de l'enregistrement. Oui, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut que je recommence, sinon ça va être compliqué. Donc, excusez-moi. J'espère que je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit et que je ne vous ennuierai pas trop. Mais je dois effectivement partager l'écran, ce que j'avais omis de faire. Et je peux désormais reprendre mon propos. Vous voyez mon écran. Vous voyez mon PowerPoint désormais. Oui. Absolument. Oui. Très bien. Bon, alors je recommence. Merci de couper vos micros parce que j'ai entendu quelques bruits parasites. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers amis. Je voulais ce soir parler pour cette 4e leçon de ce que j'intitule le tournant numérique dans l'œuvre de Frank Gehry. Un tournant qui intervient, plus qu'un tournant, on pourrait ici utiliser le concept de coupure épistémologique cher à Gaston Bachelard. C'est l'introduction de nouvelles procédures dans le travail de projet de Gehry, et nouvelles procédures qui ne sont pas neutres par rapport à son œuvre, mais qui véritablement la nourrissent et la transforment. Ce tournant intervient à l'occasion du travail que l'agence de Gehry effectue sur plusieurs projets, sur le Guggenheim de Bilbao, évidemment, l'édifice qui va manifester à l'échelle planétaire la stature de Gehry, et qui est un édifice qui n'aurait jamais été réalisé, jamais été construit, et encore moins construit dans le cadre du budget établi, et même un peu en dessous, s'il n'avait pas été numérisé. Ce sont des procédures que Gehry découvre à l'occasion de l'étude du poisson pour le village olympique de Barcelone à la fin des années 80 et qui sont déterminantes pour le projet de la salle de concert Walt Disney, un projet qui va le mobiliser, comme vous le voyez sur ces dates, pendant une quinzaine d'années, qui correspondent au laps de temps très court pendant lequel se conçoit et s'exécute le projet de Bilbao. C'est sous la pression, j'y reviendrai, sous la pression du maître d'ouvrage, que Gehry est contraint, alors que cela ne l'intéressait pas et qu'il n'avait que mépris pour l'ordinateur. C'est sous la pression du maître d'ouvrage du Walt Disney Concert Hall que Gehry va devoir passer aux procédures numériques. Je me centrerai tout à l'heure sur le musée Guggenheim de Bilbao, et je voulais le présenter en insistant bien sur le tournant qu'il représente quant à la stature de Gehry à la fois dans le monde et aux États-Unis. J'en prends pour preuve cette enquête du mensuel Vanity Fair en 2005 et la question posée alors, quel est l'édifice architectural, le projet architectural le plus important depuis 1980. Question posée à 52 experts, dont 11 lauréats du prix Pritzker. Eh bien, la réponse dominante de très loin, c'est le Bilbao de Gehry, le musée Bilbao de Gehry. Et le parrain de Gehry, qui avait été Philip Johnson, y ajoute sa larme lorsqu'il est interviewé dans le lobby, dans le hall du musée de Bilbao. Il déclare devant les caméras l'architecture, ça n'est pas une question de mots, c'est une question de larmes. Et il se met à sangloter en ajoutant « J'ai ici le même sentiment que celui que j'éprouve dans la cathédrale de Chartres ». Donc, le Guggenheim, c'est la cathédrale de Chartres de Gehry, et pour en arriver là, il aura fallu plusieurs épisodes, et notamment l'épisode tout à fait marquant du travail sur la maison Lewis. Vous voyez que le projet Lewis commence avant le Guggenheim en 89, presque au même moment que Disney, et se prolonge. Et je voudrais ici souligner cet aspect, l'importance de cet aspect diachronique dans le travail de Gehry. Les projets contemporains, parfois commencés à des moments différents, se contaminent les uns les autres, notamment du fait de ce que j'appellerais leur coprésence, leur présence à tous dans le grand volume de l'agence, qui permet
à Gehry qui travaille sur un projet donné, tout d'un coup d'arracher un morceau d'une maquette d'un autre projet et de coller ce morceau sur la maquette de celui sur lequel il travaille à un moment donné. Il y a donc des formes très intéressantes de contamination, je dirais, longitudinale entre les projets, ce qui est logique dans le travail de tout architecte et dans tout travail intellectuel ou de recherche. Donc un projet conduit, des solutions sont dépassées, conduisent à d'autres solutions, au besoin au travers de ces coupures dont j'ai parlé, mais il y a aussi un travail, une contamination latérale entre projets contemporains, même si les programmes en sont différents. Les maisons ont un effet sur les musées ont un effet sur les salles de concert, etc. Alors, de quoi s'agit-il à Lyndhurst, dans l'Ohio? Peter Lewis, que vous voyez à droite, était un millionnaire, même un milliardaire, le président d'une grande compagnie d'assurance, Progressive Insurance Company. Il avait rencontré Gehry en 1984, avait vu sa maison et se donnait à lui-même l'impression qu'il allait être le nouveau Edgar Kaufman. Edgar Kaufman, ce fut le client de Frank Lloyd Wright pour la maison sur la cascade et celui de Richard Neutra pour la maison dans le désert à Palm Springs. Lewis déclarera j'avais l'idée que mon enthousiasme et mes moyens, alliance irrésistible, enthousiasme et moyens, pourraient booster, comme on dit en français, l'anglais c'est supercharge, pourrait renforcer et propulser le talent énorme de Gehry et lui faire accomplir quelque chose de formidable. En effet, Lewis souligne à ce moment-là que tant Gehry que lui sont des iconoclastes, ce sont aussi des analysants, ils sont tous les deux en psychanalyse, pour Gehry ça a duré très très longtemps, donc ils partagent tous les deux cette culture de l'analyse à l'américaine et des progressistes politiquement, c'est-à-dire des démocrates, plutôt des démocrates de gauche. Voilà donc le premier projet élaboré en 1989. Vous voyez qu'on retrouve, je parlais hier du rapport entre syntaxe et lexique, on retrouve ici plusieurs éléments présents dans les projets des années 80, plusieurs petites maisons, simulacres de maisons, plusieurs volumes ici. Par exemple, c'est la chapelle du campus Loyola que l'on retrouve. On voit évidemment un serpent tel qu'on en a vu beaucoup se développer. Donc Gehry commence en rassemblant, je dirais, les éléments de sa ménagerie, de son petit zoo personnel, et les assemble dans ce premier projet qui est tout à fait particulier. Puis, de nouvelles formes apparaissent. Ici, à partir de 1992, le projet, vous le voyez, se développe, se déploie et devient extrêmement complexe. On voit apparaître, oui, on y voit toujours cet élément qui est un serpent, et voici très rapidement ce qui va se passer. Ça, c'est une maquette de 1992 dans laquelle on voit apparaître très rapidement un changement complet de langage. Les éléments, si certains parallélépipèdes subsistent, vous voyez que les éléments du projet ont complètement changé et que certains sont assez mystérieux. Certains pans de verre ici courbes sont des choses que Gehry n'avait jamais construites. Vous voyez aussi cette idée de renverser quelques blocs en bois. Ce qui est important en tout cas, c'est que cette maison conserve le caractère additif des éléments juxtaposés du premier projet. Très rapidement aussi, Gehry engage dans le projet qui prend parfois la forme d'un poisson, comme vous le voyez ici. Il engage une série de partenaires. Et nous voyons ici, par exemple, sur cette maquette de novembre 1994, une pieuvre qui est la contribution de Philip Johnson au projet, un sac de golf avec des clubs, pas difficile d'y voir la main de Claes Oldenburg. Frank Stella travaille sur l'entrée et Richard Serra travaille aussi sur une structure en métal qui va devenir le serpent à Bilbao. Au total, c'est un véritable laboratoire
d'invention à la fois dans la syntaxe et le lexique qui se développe. Vous voyez aussi un certain nombre de poissons sortir de la pièce d'eau. C'est un travail assez complexe dans lequel Gary réalise qu'il a pas mal de mal au total à définir les éléments du projet. Dans la juxtaposition de ces éléments, une référence apparaît très clairement. À nouveau, j'en ai parlé hier, c'est la référence aux natures mortes de Giorgio Morandi. Et j'attire votre attention sur le drapé du torchon ici, dans cette, qui est comme comprimé par l'assiette et le compotier. Eh bien, nous retrouvons dans le bâtiment, dans le projet du bâtiment, le même genre de forme. Nous voyons ici, dans une maquette plus tardive et une maquette faite avec des techniques numériques, on voit cette espèce de draperie, on la verra encore ailleurs, cette draperie qui ressemble beaucoup à celle de Morandi. Et je ne parle pas du placement, de la juxtaposition des éléments du projet. Alors, c'est autour de cette serre que vous voyez ici, dont toutes les maquettes ont été conservées. Ce sont des maquettes de tressage qui sont intéressantes. Elles nous renvoient, par exemple, au travail que Gary fait au même moment sur les meubles pour Knoll International. Donc, vous voyez, l'échelle est complètement différente. Il y a 3 échelles ici. Il y a l'échelle de la maquette, l'échelle qui aurait été l'échelle théorique du bâtiment, de la serre réalisée, et puis l'échelle du mobilier. Donc la maison Lewis lui permet d'expérimenter sur cette question, mais encore faut-il savoir comment dessiner, calculer et construire ces serres. Alors, c'est là qu'intervient un moment déterminant dans le travail de Gary, et je dirais au-delà de son travail dans la pratique de l'architecture à la fin du XXe siècle, c'est l'introduction de l'informatique, non pas simplement pour faire des objets en 3 dimensions, c'était déjà ce que les logiciels de CAO, de conception assistée par ordinateur, permettaient, mais un pas supplémentaire qui est une véritable conception tridimensionnelle, rapide, permettant toutes sortes de simulations, qui depuis s'est banalisée, et qui, dans le cas de Gary, aura ceci de remarquable, c'est qu'elle se raccordera à la production des éléments des bâtiments. Donc, elle permettra non seulement de les dessiner, de les concevoir, mais aussi de les évaluer, ce qui est très important, car les entrepreneurs étaient, évidemment, les constructeurs étaient tétanisés par les dessins de Gary, et quand un entrepreneur est tétanisé, angoissé, il quadruple son prix pour se couvrir, et donc le projet échoue. Et c'est ce qui s'est produit, ou a failli se produire avec certains de ces projets. En l'occurrence, comment est-ce que les choses se passent? Ce qui est important ici, c'est de mesurer la contribution d'un ingénieur du nom de Rick Smith, que vous voyez à gauche en train de numériser une maquette de Disney. C'est Rick Smith qui va introduire les technologies numériques chez Gary. Smith vient de l'industrie aéronautique, il avait travaillé chez Lockheed et il avait notamment travaillé sur l'ancêtre du logiciel CATIA qu'utilisait Lockheed. Le logiciel CATIA sera développé à partir dans cette période, à partir, ma date est mauvaise, c'est 87, sera développé à partir de cette période à l'initiative des avions d'assaut en France. Alors, que va-t-il se passer pour l'introduction de ces techniques? James Glimpf, un autre ingénieur actif dans l'agence, rend compte de l'usage initial de CATIA dans le cas de ce poisson de la maison Lewis, mais aussi dans le cas, on pourrait penser, au poisson évidemment de Barcelone. Il rapporte dans un entretien avec Greg Lynn réalisé à l'occasion d'une exposition remarquable du Centre canadien d'architecture sur l'archéologie du numérique. Glimpf rapporte que la règle de base, je cite, la règle de base pour introduire les ordinateurs dans le bureau était qu'ils n'interfèrent pas
avec le travail de projet de Gehry. Frank pense toujours en 3 dimensions et un des défis était celui que les dessins à 2 dimensions ne permettaient pas de construire ces bâtiments non euclidiens. Donc, le travail va se développer avec Glimpf et Smith pour la première fois sur le poisson de Barcelone, puis qui va être non seulement un travail de dessin et de calcul, mais aussi un travail de production par l'intermédiaire d'une entreprise de métallerie italienne qui fabriquera les éléments du poisson de Barcelone. Gehry avait recruté Smith qui venait alors d'IBM. Il avait fait un stage chez IBM après avoir été chez Lockheed et il lui avait demandé comment il pouvait l'aider, s'il pouvait l'aider. Et Glimpf, en regardant un des poissons de Gehry, avait dit un poisson, au fond, c'est quelque chose d'aérodynamique, je peux pouvoir intervenir. Et donc, le travail va se développer à partir de cela. Ici, on voit notamment comment le projet évolue, le thème de la draperie toujours, qui est en fait représenté sur la maquette par du tissu chargé de cire. On voit que ces formes devaient être extrêmement difficiles à conceptualiser. Et en fait, comment est-ce que le processus se met en place? Eh bien, Gehry, qui travaille alors en parallèle sur Disney, sur le Guggenheim et sur la Maison Louis, élabore ses dessins, ses croquis sur le papier, réalise une maquette, fait lui-même avec ses propres mains ou les mains de ses assistants, et ensuite, cette maquette est numérisée et une série d'itérations entre la maquette numérisée en 3 dimensions et le modèle physique, une mise au point permet à Gehry de vérifier que ces formes initiales sont effectivement passées dans la machine. Alors, je vais essayer, je ne suis pas sûr que ça marche, de passer cet entretien entre Gehry et Greg Lynn qui est tout à fait éclairant et je vais voir si je peux le diffuser. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous pouvez l'entendre. Non. Pas du tout. Pas du tout. Je reviens. The minute I saw the Lewis house, I thought, this is native computer. This is before I knew you. Yeah. And so, but then when I met you, you made a point of saying that I was a native computer person and you weren't. Right. Which I still don't understand, as long as I've known you. Because I thought that the language was coming from the computer, and you always tell me it's not. But I still think you have an intuition about digital surfaces created with it that other people don't have. I mean, I use a pencil to draw and I three-dimensional models. Yeah. Right? And so I don't have the direct capacity to work on the computer and design. I to the computer. No. Well, so the one experience I had was on the Lewis house. You mentioned the Lewis house. So the entry to the Lewis house was going to be something special. I had no idea what it was going to be. We had one of my people on the screen messing with, and we were folding fabric, remember? Mm-hmm. And we were spraying it with wax and hardening, you know. And so we've done stuff like that, and it looked really weird. Yeah. And the guy put it into the computer,
And I was sitting there, and he had this thing, and the computer guys drive me nuts because they keep doing this. And the thing keeps. Everybody does it. I go crazy. Not today, when they do that, I walk out. I get walk out. Yeah. So he's doing this, and I'm being trying to follow it, and I'm trying to design this shape with the computer, and it was excruciating. It was like I was in a vice of pain, you know, sort of tightening these screws on me. That's what it felt like. Voilà. Donc Gary insère le computer dans le travail de l'agence et arrive à un projet définitif pour la maison Lewis en janvier 95, dans lequel tous ces éléments sont intégrés. Voici une des images finales du projet, à la fois une perspective avec Katia qui nous montre que tous les volumes sont vraiment localisés en 3 dimensions et donc ils peuvent être décomposés en éléments constructibles. La maquette a atteint, avec toutes ces composantes dans lesquelles demeure encore la pieuvre de Philip Johnson, la maquette a aussi atteint un certain niveau de stabilité. Tous les éléments très, très mystérieux et sans doute très difficiles à réaliser, ces espèces de résilles métalliques sont abandonnés. Mais Lewis, qui a fidèlement financé le projet, commence à se lasser. Le coût, l'estimation du projet, l'estimation de la construction atteint 80 millions de dollars, alors que la maison de Bill Gates, qui est censée être la plus coûteuse alors réalisée, n'en coûte que 50 et que le Guggenheim en coûtera un peu moins de 200. Et donc, Gary finit par renoncer et je pense au grand soulagement de Peter Lewis en 1995 en disant au New York Times « Je suis au fond un libéral jusqu'au noyau, je suis quelqu'un qui veut bien faire et c'est difficile pour moi de penser que je vais résoudre le moindre problème en construisant la maison d'un type riche. » Et je lui ai dit, est-ce que tu ne pourrais pas construire une petite maison de 5 millions de dollars et donner le reste à des œuvres charitables? Donc le projet est abandonné. Alors, revenons maintenant et nous envoyons ici la maquette finale qui nous montre une série d'aspects intéressants. À nouveau, la pieuvre conçue par Johnson qui est restée à peu près stable pendant tout le projet. Nous voyons aussi la continuité, la fluidité du parcours qui est devenue bien plus claire que dans les maquettes précédentes. Nous voyons aussi apparaître ici cette forme en tête de cheval que Gary utilisera pour plusieurs de ses projets, et notamment pour le projet pour la banque qu'il réalise sur la Pariser Platz à Berlin. C'est donc un projet qui va comprendre toute une série qui va devenir une espèce de matrice pour beaucoup d'autres entreprises de Gary. Ici, une image un peu plus précise de ce que l'intérieur aurait pu être, un intérieur dans lequel nous voyons un poisson à l'intérieur de cette forêt de bois, un autre poisson qui est traité comme une sorte de tronçon pour fabriquer un habitacle. Donc nous voyons ici que, si je puis dire, le projet est complètement empoisonné et empoisonné, et Gary l'abandonne pour se consacrer aux 2 grandes entreprises que sont Bilbao, qui se développe à grande vitesse, et Disney, qui se développe au travers de soubresauts et de péripéties infiniment complexes. Alors, avant de parler de Bilbao, je voudrais revenir à l'engagement de Gary avec les musées. Et pour ceci, revenir au début des années 80 à Los Angeles. L'engagement de Gary avec les musées commence avec
bien sûr, avant qu'il ne conçoive des musées, il avait été, vous vous en souvenez, actif comme scénographe, notamment au musée du comté de Los Angeles, mais il n'avait pas conçu de musée. Et il n'est pas invité au concours pour le musée d'art contemporain de Los Angeles en 80. Il prend sa revanche en étant invité par Richard Koszalek, qui est le premier directeur du MoCA, à créer un aménagement temporaire, à réaliser un aménagement temporaire dans un ancien garage de camions de la mairie de Los Angeles, de camions du département de la police de Los Angeles. Et dans ce garage qu'il débarrasse de pas mal de ces éléments de métal, il crée ces galeries en jouant à la fois sur les cloisons enduites et en jouant aussi sur la protection anti-incendie des ossatures, en tout cas dans les niveaux bas. Et il crée un espace extraordinairement flexible, extrêmement bien adapté à la création de grandes expositions temporaires, tellement bien adapté que de temporaire, il deviendra définitif. C'est aussi d'ailleurs dans ce grand conteneur, dans ce grand volume que Gehry intervient sur un spectacle multimédia tout à fait remarquable, qui est, à mon avis, assez unique. Bien qu'il travaille aujourd'hui sur certains décors d'opéra, je crois qu'il ne retrouvera jamais la constellation d'artistes extraordinaires qui fut rassemblée autour de ce projet Available Light, qui est un commentaire sur la lumière effectivement disponible dans le Temporary. La chorégraphe Lucinda Childs, le compositeur de musique américain John Adams écrivent ce ballet pour lequel Gehry aménage ses scènes à niveau multiple et utilise beaucoup, on le voit plutôt mal sur cette image, utilise beaucoup des rideaux en grillage métallique semblables à ceux que l'on a vus à l'œuvre dans certains de ces bâtiments. Gehry s'intéresse aussi à l'espace du musée lorsqu'il, de manière beaucoup plus radicale que dans ses projets du LACMA, lorsqu'il conçoit la scénographie de la première grande exposition monographique consacrée à son œuvre au Walker Art Center de Minneapolis. Et vous voyez ici qu'il s'agit d'une exposition où beaucoup d'objets sont réalisés à grandeur nature, un poisson, un mur expérimental, un habitacle en cuivre, c'est Minneapolis, et au même moment, une opération intéressante réalisée pour le centenaire de l'union des fabricants de métal, de revêtements métalliques, avec deux pavillons, l'un en acier et l'autre en cuivre, à l'intérieur du gigantesque musée du bâtiment, du Building Museum de Washington. Bon, ce sont des aménagements intérieurs. Aménagement extérieur et début de la réflexion sur les musées. L'occasion en est donnée à Gehry par sa rencontre avec Rolf Fehlbaum, qui était l'heureux propriétaire, et il l'est toujours, de l'usine Vitra à Weil am Rhein, à quelques centaines de mètres de la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, et quelques centaines de mètres de Bâle. Cette usine Vitra, créée par le père de Fehlbaum, veut se développer, se reconstruire après un incendie. Un plan masse est fait par Grimshaw, et Gehry est chargé de travailler sur un petit musée. Comment en arrive-t-il là? Et je crois que l'anecdote est significative. C'est grâce à Claes Oldenburg et Koosje van Bruggen qu'il arrive à Vitra, car c'est avec eux qu'il rencontre dans un dîner new-yorkais Fehlbaum, qui lui passe commande du musée. Donc le musée, c'est ce qui se trouve derrière cette sculpture, évidemment, de Oldenburg et van Bruggen. Le travail de Gehry commence sur le musée, et il s'aperçoit que ce projet est un projet à tout petit budget et qu'il ne rémunérera jamais le coût de son agence, le coût du travail de son équipe. Et pour cela, il demande à Fehlbaum, qui accepte, de lui permettre de dessiner, de concevoir un projet lucratif, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire,
qui est le grand hangar derrière. Donc vous voyez, le début du projet Vitra est tout à fait intéressant. C'est le musée et rapidement une adjonction, un projet supplémentaire qui consiste finalement à créer deux formes très proches, qui ont des affinités avec le musée, deux assemblages d'éléments fragmentaires plaqués contre la façade. Et je dirais qu'il est, j'en parlais hier, qu'il est tentant de rapprocher ce couple entre la boîte de l'usine et le musée de la dichotomie proposée par Robert Venturi. Ici, les éléments de Gehry deviennent des signes qui donnent du sens à l'usine qui se trouve derrière. Et évidemment, le musée lui-même est, du point de vue de la problématique venturienne, un canard. Un canard, c'est-à-dire une forme originale qui traduit plus ou moins ce qu'elle abrite, c'est-à-dire ici la circulation au sein des galeries du musée. Donc, Gehry va travailler notamment à introduire des lumières contrastées à l'intérieur de cet espace assez complexe qui est très ramassé. On pourrait dire que les fragments sur lesquels travaillait Gehry tout au long des années 80 se voient ici tout d'un coup concentrés, rassemblés, imbriqués les uns dans les autres pour faire une forme compacte qui reste malgré tout une forme visitable grâce à un circuit, une circulation assez simple. Un départ en spirale ici, un escalier hélicoïdal et ensuite un assemblage de galeries. Voici le bâtiment tel qu'il est réalisé, avec des techniques dont Gehry n'avait nullement l'habitude, avec du béton et de la maçonnerie enduite, avec des couvertures en zinc, donc des matériaux qui sont très courants dans cette région de l'Allemagne, et surtout un travail très remarquable sur l'éclairage naturel à l'intérieur. La sculpture des plafonds, je parlais des plafonds lors, je crois, de ma première conférence à propos des plafonds des magasins Magnin. Ici, nous voyons combien, pour Gehry, le travail sur les plafonds, sculpter les plafonds, sculpter la lumière qui passe par les plafonds est un élément tout à fait important de sa réflexion. Donc, ce petit musée Weil am Rhein, il est important aussi. Pourquoi? Parce que ce sont les premières formes, je dirais, curvilignes complexes que Gehry dessine évidemment sans aucun ordinateur. Voici l'intérieur dans lequel vous voyez apparaître ces systèmes d'éclairage naturel assez complexes et qui opèrent très bien pour éclairer la collection de meubles de Fehlbaum. Alors, deuxième projet dans lequel les méthodes qui seront et les principes appliqués à Bilbao apparaissent, c'est un musée d'art et pas plus un musée de mobilier que Gehry réalise pour Frederick Weissman, dont j'ai déjà parlé, homme d'affaires, très grand collectionneur d'art contemporain, qui décide de donner un musée à l'université dont il est issu, à l'université du Minnesota de Minneapolis. Vous voyez ce musée qui est situé dans un contexte assez ingrat, au bord d'une autoroute, à l'entrée du campus. C'est l'entrée du campus de l'université ici. Vous voyez que ce musée assemble deux volumes, un grand parallélépipède qui est celui des galeries et des réserves, et comme à Vitra, dans une certaine mesure, un canard. Ici, l'abri et le canard sont en quelque sorte articulés, s'interpénètrent. Voilà quelques dessins préalables sur l'idée d'une façade à peu près urbaine qui relierait le niveau bas, la route, avec le niveau du plateau piéton de l'université. Et vous voyez ici diverses hypothèses de création autour des galeries et des réserves, obstinément parallélépipédiques, d'une sorte de croûte architecturale
qui va être réalisé. Gary il s'y attache ici de manière plus précise. Vous voyez dans ces croquis que le bâtiment d'angle devient de plus en plus complexe géométriquement. C'est un projet dans lequel Gary va engager, nous sommes entre 90 et 93, projet mené assez rapidement, dans lequel CATIA est aussi utilisé. Donc c'est un des projets qui permet à l'agence de maîtriser les techniques de CATIA. Vous voyez le plan ici et donc le bâtiment avec ses galeries et ses locaux orthogonaux. Et vous le voyez ici depuis la ville. Donc depuis la ville, on ne perçoit pas le grand volume, cette espèce de grande boîte à chaussures. On ne perçoit que ces volumes très complexes, très joueurs, qui captent la lumière et qui abritent des pièces plutôt au plan assez complexe. Donc, dichotomie que l'on comprend mieux ici, le niveau bas, le niveau haut qui est celui de l'université, la boîte à chaussures des galeries derrière et cette partie qui ressemble à une sorte de château qui est la proue très complexe, et le visage aussi, le visage avec de multiples nez et de multiples yeux et quelques bouches de ce musée qui est derrière. C'est sur ce musée que Gary met au point, donc avant même la phase de chantier de Bilbao, met au point les techniques de revêtement métallique, ici avec de l'acier. Et à l'intérieur, ici nous sommes à la jonction des nouveaux locaux et de la boîte orthogonale, et nous retrouvons ce travail sur l'éclairage naturel, ce modelage du plafond qui me semble assez intéressant, caractéristique, et en tout cas aux antipodes des plafonds habituels, des plafonds techniques assez plats ou plans des musées contemporains. Un petit projet au passage dans lequel on voit la problématique de Minneapolis se développer aussi, mais avec de la pierre. C'est un projet curieux dans le travail de Gary à l'époque, donc à la charnière des années 80 et 90, à cause de cette utilisation de la pierre, qui était une demande de la ville de Paris. Ce projet est en effet initialement l'American Center, construit en bordure du parc de Bercy, dans le plan masse de Jean-Pierre Buffy, sur le terrain que vous voyez ici, à proximité de l'assez problématique parc Omnisport. Donc Gary a une parcelle d'angle, doit respecter des alignements et dans le même temps doit respecter certaines figures, certaines textures parisiennes. Ce bâtiment remplace l'American Center initial qui avait été construit boulevard Raspail par l'architecte néoclassique américain William Wells Bosworth, qui est l'auteur du bâtiment à coupole du MIT à Cambridge et qui était venu s'installer à Paris. L'American Center abandonne ce terrain, ou plutôt le vend à la Fondation Cartier qui réalisera sur son emplacement le très beau bâtiment de Jean Nouvel, et donc le Center utilise son argent pour construire un nouveau bâtiment. Mais on voit au fil du projet l'argent fondre, et le bâtiment qui est au début assez grand, vous voyez ici qu'il s'agit d'une sorte d'îlot dans lequel la salle principale, le théâtre, est insérée avec une entrée en diagonale. Voilà le début du projet. Vous voyez comment Gary travaille sur ce bâtiment. Ici, d'autres images de la salle de spectacle avec ses circulations verticales. Il y a une assez grande complexité dans ces croquis. Vous voyez ici plutôt un travail sur le volume et l'élévation, mais finalement le budget du bâtiment finit par rétrécir et avec lui le projet. Donc le projet se concentre de plus en plus et devient beaucoup moins riche dans les interactions entre les volumes que dans l'hypothèse initiale. La version définitive, vous la voyez ici, elle se compose de deux entités, l'entité des bureaux et
et l'entité des logements, et qui sont resserrés autour de la salle de spectacle. Voilà le projet définitif. Donc, vous voyez cette forme en L. La salle de spectacle se trouve ici, enfin, ici, vous la voyez ici, avec le lobby autour, un hall qui capte la lumière par cette verrière, et vous voyez ici à la fois les bureaux et les chambres, puisque c'était censé être un lieu de résidence pour des visiteurs américains. Oui, voilà la grande salle ici, et puis une salle plus petite par là, et la circulation dans le lobby. Ce projet est finalement réalisé, et avec vous le voyez ici, une texture, une couleur qui en fait un écho assez réussi du Paris de pierre et de zinc édifié au XIXe siècle. Gehry est resté assez sceptique vis-à-vis de ce projet, plutôt distant, mais je crois qu'il a tort de le méjuger. Et vous voyez l'intérieur aussi, avec à nouveau cette capacité à aller chercher des lumières naturelles au cœur du bâtiment et à les projeter dans les circulations. L'American Center, très mal géré, la fondation très mal gérée, est obligée de mettre la clé sous la porte. Elle perd tout son capital en mauvaises opérations boursières, et le bâtiment est abandonné avant d'être repris, ce qui a été le cas avant d'être repris par la Cinémathèque française, dont il est devenu la base aujourd'hui, fonctionnant très bien, je dirais, avec un programme différent, avec un programme qui n'est pas le programme d'un lieu de spectacle et d'un lieu expérimental et d'un lieu de recherche plastique, mais qui est le programme d'un lieu de programmation artistique, projection et exposition. Gehry rencontre dans cette période un entrepreneur culturel américain très important. Il s'agit de Thomas Krantz, formé à la fois comme historien de l'art et comme manager, et qui demande à Gehry de travailler sur ce campus pour le musée d'art contemporain du Massachusetts, très profondément dans les terres du Massachusetts. Et vous voyez Gehry travailler initialement avec Robert Venturi, qui est aussi invité à participer au projet. Donc Venturi travaille sur une partie du projet, Gehry sur une autre, SOM sur une troisième. Et vous voyez ici Gehry aller chercher un de ses fétiches, le serpent, et l'idée d'un grand roc suspendu pour un projet qui n'avancera pas. Mais rien n'est perdu puisque Krantz devient le directeur du musée Guggenheim de New York et s'engage dans une politique d'expansion mondiale. C'est ainsi, et vous voyez ici Krantz et Gehry sur le terrain à Bilbao, c'est ainsi que naît le projet de Bilbao. Mais il ne naît pas simplement de la volonté de Krantz, et l'opérateur décisif, déterminant, est la personne que vous voyez ici, Carmen Jiménez, historienne de l'art, conservatrice de la sculpture pour le Guggenheim, mais qui dans le même temps est chargée par le gouvernement espagnol à la fois de développer le centre culturel Reina Sofía à Madrid, mais aussi elle est chargée par le gouvernement basque d'imaginer une opération culturelle permettant de changer l'image et de faire de Bilbao et d'en faire une ville plus attractive. Et donc, très logiquement, Carmen Jiménez va chercher Thomas Krantz qui passe un accord avec le gouvernement basque, selon lequel si le gouvernement construit un édifice pour le musée, celui-ci lui prêtera sa collection pendant 20 ans. C'est ainsi que commence le projet, donc la première expansion d'un musée dont je dirais la base était toujours le ziggurat inversé de Frank Lloyd Wright à New York. Et je voudrais au passage, en vous montrant la coupe initiale, la coupe avec laquelle Wright, un autre Frank assied son projet. Donc c'est la coupe
sur laquelle d'ailleurs il écrit Ziggurat, Ziggurat inversé, un projet qui est une réponse aux ziggurats que Le Corbusier avait implanté dans son projet du Mondanéum de 1928. Donc, ce qui me semble intéressant ici, c'est de bien voir combien le Guggenheim, et vous le savez tous, réagit et s'oppose à la structure orthogonale, à la géométrie de New York. C'est un bâtiment qui réagit contre la ville dans laquelle il est implanté. Gehry n'aura pas tout à fait la même problématique, mais il s'intéressera à cet effet de réaction entre le musée et la ville. Alors, initialement, lorsque Gehry est invité par Krantz à commencer à réfléchir, eh bien, l'idée du Guggenheim est dans cette ville de Bilbao qui se situe dans la boucle de la rivière Nervión, où toute une série de chantiers navals étaient présents en aval de la rivière. L'idée du Guggenheim était d'utiliser un bâtiment du centre qui se trouve quelque part par là pour abriter le musée. C'est-à-dire cette Alhóndiga construit au début du XXe siècle pour entreposer du vin et d'autres produits agricoles. Donc la première idée de Krantz, c'est de restaurer le bâtiment et il demande à Gehry son avis et Gehry lui dit pas du tout, très mauvaise idée, voilà, l'Alhóndiga se trouve ici, très mauvaise idée, il faut faire autre chose, il faut faire un monument. Et l'endroit où on peut faire ce monument, c'est dans la rivière. Donc il est très important ici de noter que Gehry n'est pas simplement l'architecte du bâtiment, mais il est en fait, dans ce cas, il est véritablement à l'origine de son implantation, à l'origine de sa force en tant qu'objet architectural, force qu'il aurait eu peut-être aussi avec d'autres architectes, mais qu'il a eu évidemment particulièrement avec lui. Donc c'est un choix en matière de composition urbaine. Mon avis, dira Gehry, a été de déplacer le musée vers un autre terrain sur la rivière. Il m'avait dit toute la journée que la rivière allait être redéveloppée, allait être réaménagée. Et j'ai aimé le site qu'il propose. Pourquoi? Parce que le site qu'il propose est en fait situé sous un pont et il apprécie cette situation sous le pont assez dramatique du musée qui dans le même temps est visible à partir de certaines des rues du centre. Donc il faut savoir que Gehry est attiré par ce paysage de ruines industrielles de Bilbao parce qu'il s'intéresse à ce genre de situation. Ici, vous voyez des photographies de construction industrielle plus ou moins abandonnée, plus ou moins active de Los Angeles, que Gehry, qui avait acheté le livre des Becher, Sculptures anonymes, que Gehry photographie parce qu'il y trouve vraiment un intérêt esthétique. Et il écrit ce sentiment industriel, j'avais peur qu'il le perde parce qu'il y avait une sorte de tendance chez eux à faire le parkway du Potomac à Washington sur le front, sur le bord de la rivière, donc à faire un bord de rivière monumental. Si vous enlevez le pont qui est ici, si vous l'enlevez, vous avez quelque chose de totalement différent. Donc je pense que je répondais au pont, je répondais à cet aspect un peu rugueux, dur, du front de rivière, à son caractère industriel. Et c'est ainsi qu'il a traité les volumes du programme de Tom Krantz, qui étaient les volumes sur lesquels il avait travaillé plus ou moins pour le musée, pour le MassMoCA dans le Massachusetts. Alors voilà un autre dessin sur le même thème. Vous voyez ici, c'est sans doute un dessin un peu plus tardif. Le premier, oui, le 7 juillet, c'est pareil, c'est un dessin simplement sur un autre support. Et vous voyez Gehry commenter, connexion visuelle très forte depuis le musée des Beaux-Arts traditionnel, un rapport avec le bâtiment
ici avec ceux qui se trouvent de l'autre côté de la rivière, et avec l'université. Hein. Voilà donc ici l'Alhambra abandonné. Donc c'est sur ces bases que Gehry, sur les bases qu'énonce Gehry, qu'un concours est organisé pendant le mois de juillet 91 avec deux autres participants qui sont Isozaki en haut et Himmelblau en bas. Donc vous retrouvez le rapport avec le pont. Isozaki imagine un cylindre, Himmelblau un assemblage de cubes, et Gehry, lui, propose une solution à la Gehry sur laquelle il commence à travailler. Donc je ne vous conduis pas à travers toutes les étapes de ce projet, je vous montre les croquis assez rapidement, mais c'est un des projets, grâce à Kosje van Bruggen, qui a publié un très beau livre sur le bâtiment, c'est un des projets dans lesquels on comprend de la manière la plus claire l'interaction entre les croquis et la maquette. Le travail en croquis et en maquette. Ici, par exemple, on voit bien en bas l'interaction entre le bâtiment, le pont et le plateau derrière, les bâtiments qui se trouvent de l'autre côté de la rivière, l'idée d'une allée plantée qui relie ensuite le site avec le musée dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit apparaître une sorte d'amphithéâtre, initialement d'amphithéâtre extérieur, qui fait écho à d'autres projets de Gehry. Encore mieux ici, vous voyez le pont, cette idée de l'amphithéâtre, un premier schéma pour ce musée qui serait donc un U et un grand volume rectangulaire, plus toute une série d'annexes. Ensuite, eh bien, le travail commence en maquette grâce à la contribution d'Edwin Chan, qui va être pendant des années un des piliers de l'agence, et vous le voyez ici, expérimenté avec différents types de volumes. Parallélépipèdes, des sortes de volumes pyramidaux ici de différents types, des volumes avec des couvertures plissées, un peu comme ceux alors à l'étude pour la fondation, pour la maison Lewis. Donc voilà la première maquette, qui est une maquette encore très peu résolue. C'est aussi le moment où Gehry s'intéresse dans la composition à un parallèle artistique tout à fait important. Il voit à la National Gallery de Londres cette Madone à l'enfant de Giovanni Bellini, le titre a disparu, cette Madone à l'enfant de Giovanni Bellini, et cela lui inspire une stratégie particulière dans l'assemblage de la forme dominante et d'une forme secondaire, comme la Madone tenant son enfant. J'ai pensé, à partir de ce tableau, à une stratégie du type Madone et enfant pour l'architecture. Vous voyez beaucoup de grands bâtiments qui sont accompagnés de petits bâtiments comme devant eux. Pour moi, c'est le mode de composition de la Madone à l'enfant. Donc c'est une autre réflexion sur les thèmes qu'on a vus hier se déployer avec le campus de l'université Loyola. Mais dans ce cas, il y a moins de petits éléments, il y en a un seul. Donc ensuite, le plan continue à évoluer. Vous voyez que le bâtiment prend une forme plus longitudinale de part et d'autre du pont. Vous voyez aussi émerger toute une série de superstructures ici. Gehry se désole un peu, retravaille le plan de retour à Los Angeles d'un séjour intense à Bilbao. Il écrira, cité par Van Bruggen, « Je fais tout en même temps, je perds la boule avec les dessins, je suis carrément vorace, je prends l'avion, je vais, je viens, je réalise ces maquettes, mais rien ne va assez vite. Et pendant tout ce temps, je pense aux ouvertures à claire-voie dans l'atrium, il pense à la manière d'éclairer les espaces intérieurs du musée. » Et vous voyez ici donc apparaître assez rapidement une variante qui est une variante avec une variante en fleurs dans laquelle Gehry s'intéresse à ce qu'il appelle des pelles à lumière pour essayer, entre les blocs, les galeries, de créer un lobby, un hall qui soit bien éclairé. On peut voir
une base pour ce projet, un écho parallèle dans ce gratte-ciel qu'il étudie pour le centre de Los Angeles, où on y trouve des organisations du même ordre. Alors les maquettes maintenant, qui se succèdent assez rapidement, c'est un projet dans lequel cette pratique de la maquette provisoire que Gehry n'utilisait pas au début des années 80. On l'a vu apparaître de façon tout à fait significative avec la maison Lewis. Donc ce mouvement d'aller-retour entre maquette et croquis et aussi représentation numérique se perfectionne à Bilbao. Ici, une première option avec des galeries, vous voyez, ce ne sont pas des galeries à patio, ce que vous voyez ici sont les verrières qui apportent la lumière naturelle dans les galeries. Ici, l'idée d'une galerie longitudinale. Une autre hypothèse dans laquelle vous voyez comment finalement ici une dichotomie entre les volumes de base du musée qui restent orthogonaux et ces éléments sculpturaux qui tendent à devenir une sorte de collection de chapeaux posés dessus. Et puis progressivement, l'intégration va se faire. Voilà une autre vue de la même maquette, de la maquette qui était à gauche sur l'image précédente. Et vous voyez ici donc les bâtiments parallélépipédiques et les éléments sculpturaux mis au point ici dans l'atelier et qui vont finir au travers, vous voyez encore ici très clairement dans ce croquis qui est une coupe en fait, qui montre les galeries, les éléments de superstructure et les circulations, on va voir progressivement apparaître se dégager une fusion entre tous ces éléments pour le projet définitif. Et c'est ce que montre cette maquette de septembre 91. Donc vous voyez que les choses ont évolué très rapidement entre juillet et septembre. En septembre, le projet est à peu près au point tel qu'il sera réalisé avec cette fois-ci quelques fragments qui restent orthogonaux, mais pour l'essentiel une intégration de l'ensemble du bâtiment à l'intérieur de ce langage plastique. Voilà. Alors, les débats continuent sur l'implantation du musée, je n'entre pas dans les détails. Ici, beaucoup d'hésitations sur le placement. Est-ce qu'il faut choisir un autre pont? Ici, le travail sur un bâtiment qui ressemble assez fortement à un poisson volant, avec ces superstructures ici, ces trois éléments, et dans le même temps la grande galerie qui fuit le long du rivage. Et progressivement, la tectonique se met en place avec l'idée d'un revêtement métallique qui est issu du travail fait sur le musée de Minneapolis, le musée Weissman. Il se trouve, nous sommes en 1992, peut-être 93, il se trouve que l'effondrement de l'Union soviétique et de son industrie militaire met sur le marché des quantités considérables de titane, dont métal extrêmement résistant, pouvant être utilisé en feuilles très minces, beaucoup plus léger que l'acier. Et donc, cette espèce de miracle politico-technologique va permettre à Gehry de travailler avec du titane. Dans le même temps, la discussion se déploie autour des formes spécifiques de ce bâtiment. Et il y a notamment une discussion tout à fait intéressante que rapporte Van Bruggen entre Tom Krantz, Richard Serra et Gehry, les deux premiers voyant dans ces formes un écho de celle de la sculpture futuriste de Boccioni. Gehry résiste à cette idée, mais je crois qu'il finira par comprendre que c'est plutôt flatteur pour lui et il s'y ralliera. Retour en arrière, ce n'est pas un projet linéaire, c'est un projet dans lequel il y a des hésitations. Vous voyez qu'à un certain moment, Gehry a pratiquement des remords et tente de revenir à des formes plus simples et orthogonales. Mais cette fois-ci, c'est Krantz qui s'y oppose et c'est finalement, ce sont les formes plastiques qui seront réalisées. Donc voilà, beaucoup de dessins. Je ne peux pas les montrer dans le détail, simplement, ils indiquent tous, ils sont de la main de Gehry, ils indiquent tous le travail continu
se faisant sur les liaisons, sur les circulations intérieures, sur les rapports, entre les volumes, de voisinage entre les volumes. Un travail sur la coupe aussi, de façon à pouvoir introduire à l'intérieur du de la cour centrale la lumière naturelle. Ici, à nouveau, un travail sur cette cour et la lumière naturelle. Les maquettes continuent, prolifèrent, qui servent souvent, comme ici, d'objets permettant de contrôler les formes qui ont été essentiellement développées sous forme de croquis et sous forme bidimensionnelle, mais aussi de manière plus progressive avec l'ordinateur. Je vais y revenir. Les maquettes partielles, vous les voyez ici, du foyer, montrent comment sa géométrie orthogonale devient une géométrie curviligne dans laquelle apparaissent des formes tordues qui sont celles que Gehry va utiliser plus tard pour son immeuble de Prague baptisé Ginger and Fred, et qu'en fait ces formes, elles trouvent leur origine dans les genoux d'Oldenburg à gauche. Donc un nouveau transfert entre l'œuvre d'Oldenburg, qui reste à distance et qui n'avait pas du tout la même échelle, et celle de Gehry. Vous retrouvez les genoux dans le lobby tel qu'il va être réalisé. Pour ce qui est de l'utilisation de l'ordinateur, puisque c'est le thème que je voulais évoquer aujourd'hui, je dirais que dans ce projet, il y a pratiquement 8 étapes successives. La première, à partir du moment où une maquette physique, et nous en avons vu beaucoup, est considérée comme définitive. La première, c'est la numérisation de la maquette. Ensuite, c'est donc la création d'une maquette numérique. Ensuite, c'est un travail sur les ombres et sur l'éclairement à partir de cette maquette numérique. Puis, c'est la production d'une maquette physique à partir de l'ordinateur. Donc, la mise au point sur l'ordinateur conduit à une autre maquette qui permet de vérifier les formes. Une maquette qui permet aussi de vérifier la structure primaire, la structure secondaire qui porte le revêtement de façade, et finalement un ensemble de fichiers qui permet de produire les dessins techniques qui sont transmis aux entreprises. Donc c'est un processus très complexe dont Gehry est à nouveau tout à fait le pionnier. Je vous montre quelques-uns de ces plans qui résultent donc du travail des plans du bâtiment terminé, du dernier projet, qui nous montre donc le rapport entre les différents types de volumes, l'impact du bâtiment dans le site, avec sa façade qui aurait dû être initialement faite de cuivre revêtu de plomb, puis l'acier a été envisagé, finalement le titane mis en œuvre, ce qui permet au bâtiment que vous voyez ici à la fois depuis la rivière et depuis l'intérieur de la ville de prendre les lumières de manière tout à fait exceptionnelle. Bon, je continue. Lorsque l'on monte dans les niveaux, on s'aperçoit qu'on trouve 2 types de galeries dans ce musée. Des galeries qui sont des galeries parallélépipédiques sur plan carré rectangulaire, qui sont des galeries consacrées à la collection du Guggenheim en provenance de New York, et des galeries qui sont des galeries beaucoup plus idiosyncratiques et beaucoup plus contournées, qui sont des galeries spécifiques faites autour de la contribution d'artistes qui interviennent in situ. Et je voudrais ici glisser une petite réflexion sur l'architecture de Gehry et la manière dont ce bâtiment nous renvoie à une certaine tradition du dessin d'architecture. C'est la tradition de ce qui s'appelle le poché, ce qui s'appelait le poché à l'école des Beaux-Arts. Vous voyez ici un exemple de poché sur le plan de l'église de Borromini, c'est-à-dire le poché. Vous voyez comment la maçonnerie a été travaillée de façon à générer des espaces réguliers, orthogonaux ou elliptiques, rattrapant les conflits entre les courbes dans l'épaisseur construite. Ce qui s'appelle le poché, car c'était à l'école des Beaux-Arts dessiné avec des pinceaux à pocher, des gros pinceaux à pocher. Donc le poché, terme qui est d'ailleurs passé dans le lexique de l'architecture américaine, on y parle de poché,
à la suite des Américains qui avaient été à l'école des Beaux-Arts. Eh bien, c'est une des techniques que l'on voit chez Gehry, puisque ce qui est intéressant dans ces plans, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune représentation de la structure. La structure, c'est quelque chose de mystérieux qui intervient entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce que vous voyez ici, c'est entre la peau intérieure et la peau extérieure, c'est ni plus ni moins du pochet. Et c'est réalisé, c'est accompli grâce, à mon sens, à l'expérience et au caractère pragmatique de l'expérience acquise par Gehry avec les constructions en bois de Los Angeles, qui l'ont rendu indifférent à ce que Auguste Perret aurait dénommé la rationalité structurelle. Aucune rationalité structurelle, la structure n'est pas faite pour être vue, elle est servante, elle est à l'intérieur du pochet. Voilà, vous la voyez ici, cette structure de Bilbao, mais on ne l'aperçoit nullement à l'intérieur, elle est complètement enveloppée dans ces revêtements qui ont été calpinés, dessinés, dont les milliers de tuiles ont été dessinées par l'ordinateur et puis réalisées par le fabricant à partir du fichier numérique. Voilà donc ce revêtement tel qu'il est réalisé. Voilà l'intérieur et le lobby qui, évidemment, qu'il est tentant de rapprocher, le grand hall, qu'il est tentant de rapprocher de celui du Guggenheim de New York, mais la circulation n'y est pas une circulation continue. Il y a, ceci dit, par contraste avec New York, des moments acrobatiques, vertigineux, tout à fait intéressants. Malgré tout, ce hall joue un rôle déterminant même s'il ne rend pas compte de ce qui se passe dans les galeries derrière, comme c'est le cas pour le Guggenheim de Wright. Donc ici, d'autres vues du foyer et de ses passerelles. Les galeries en maquette à gauche et en vrai à droite. Vous comprenez le sens de ces ouvertures qui étaient présentes sur la toute première maquette. Et ici, des galeries spécifiques. Une galerie aménagée à partir d'un dessin de Sol DeWitt et celle qui est aménagée autour d'une installation de Kiefer. Donc cette dualité, évidemment, la grande galerie du rez-de-chaussée qui a été conçue autour du serpent de Serra et dans laquelle on voit apparaître le couteau suisse du spectacle dont j'ai parlé hier. Cette prééminence de Serra dans le Guggenheim ne le satisfera pas et il se brouillera durablement avec Gehry en prenant la posture de celui qui est offensé. Pourquoi? Parce que, comme il le dit à ce moment-là, le problème, il dit « Je croyais jusqu'à présent que les stars, les vedettes dans les musées, c'était les artistes, mais ici, c'est l'architecte qui vole la notoriété, qui vole la gloire, et cela l'a considérablement vexé. » Je voudrais terminer. Alors oui, il y avait un élément isolé du musée qui était dans le projet depuis le début et qui a été finalement, qui a perdu son sens fonctionnel, qui n'est pas devenu un lieu utilisé et fermé, mais simplement un signal. Mais il est intéressant parce qu'il nous donne ici une image. C'est le seul endroit où finalement le principe de construction du bâtiment est révélé par cette structure qui se trouve de l'autre côté du pont, qui regarde le musée à gauche. Alors je voudrais évoquer ici, oui, un rapprochement osé, mais je l'emprunte. Je n'en suis pas l'auteur, je l'emprunte aux critiques du New York Times de l'époque, Herbert Muschamp, qui, à mon avis, avait proposé une analyse qui était plus imaginative que que le parallèle avec Chartres qui arrachait des larmes à Philip Johnson, comme je l'ai dit. Herbert Muschamp écrit dans le New York Times qu'il voit dans ce bâtiment la réincarnation de Marilyn Monroe. Ce qui unit l'actrice et le bâtiment dans mes mémoires, c'est le fait que tous les deux représentent une certaine forme américaine de liberté, un style qui est voluptueux, émotionnel, intuitif et exhibitionniste. Il est mobile, fluide, changeant, sans peur, radieux et aussi fragile qu'un enfant nouveau-né. Il ne peut résister au fait de danser
alors que toutes les voix autour disent non. Il veut, ce style, occuper un maximum d'espace, et quand il est touché par une impulsion, quand il est touché par un accord, par un stimulus, il aime laisser sa robe flotter en l'air. Donc vous voyez à gauche le Guggenheim lever sa jupe, comme le fait Marilyn sur cette bouche d'aération new-yorkaise. Bon, un propos que je trouve assez malin de Mouchamp, qui était un bon critique d'architecture. Le Times a perdu aujourd'hui sa voix en matière d'architecture et c'est regrettable. Et je voulais terminer avec un autre projet dans lequel, un autre bâtiment, dans lequel la question numérique est fondamentale, c'est le Walt Disney Concert Hall, qui est un projet lancé par Lillian Disney, la veuve de Walt Disney, dans les années 80. Alors Gehry, jusque-là, à ce moment-là, était actif pour Disney, avait été invité à travailler pour Disney lorsque l'entreprise était présidée par Michael Eisner. Donc en 88, il travaille pour Disney avec d'autres architectes, Bob Stern ici, Michael Graves, ils sont tous engagés dans le projet européen de Disney à Marne-la-Vallée, à côté de Paris. Les Stern et Graves construisent des hôtels. Gehry est invité à faire ce qui s'appelle le Festival Disney, c'est-à-dire une sorte de transition entre la station de métro et l'entrée du parc à thème et les hôtels. L'hôtel New York ici, notamment de Michael Graves, et l'hôtel d'Antoine Grimbach au fond. Et donc, vous voyez, Gehry, ici, travailler, c'est un projet, je dirais, dans lequel Gehry est très venturien. Il s'agit à nouveau d'abris décorés, mais d'abris décorés avec des formes qui ont une certaine autonomie. Donc, une autre version du compromis ou de l'hybride entre le canard et l'abri décoré. Ce sont des grands volumes dans lesquels se trouvent des salles de spectacle ou des magasins que Gehry étudie très sérieusement avec l'idée de leur donner l'idée de travailler sur un toit général, mais il n'aura pas les moyens de le faire. L'idée de travailler sur des sculptures monumentales, abandonnées aussi, et finalement, un assez joli projet, surtout à la nuit tombée, qui a une gaieté qui n'est pas dépendante de tout le répertoire de personnages de Disney et qui, à mon avis, restait une bonne contribution à cet aménagement. Bon, maintenant, le Walt Disney Concert Hall. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'ajouter au Music Center de Los Angeles, que vous voyez ici, qui se trouve à l'extérieur, en bordure du centre, et qui est composé de 2 grands bâtiments construits un peu dans l'esprit du Lincoln Center de New York dans les années 60. Vous voyez ici ces 2 bâtiments, la plaza au milieu, et notamment ici ce bâtiment avec ce portique inspiré de ceux du Lincoln Center de Harrison, légèrement incurvé, qui se trouve face au terrain sur lequel le Walt Disney Concert Hall va être réalisé. C'est Buffy Chandler qui est à l'origine de toute l'opération, qui a soutenu le Music Center et qui est derrière l'opération de Disney. Mais elle n'aime guère l'architecture de Gehry et il faudra un concours pour que Gehry se voit confier le projet lorsqu'en 1987, Lillian Disney donne à la ville 50 millions de dollars pour donner un nouveau bâtiment à l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. 80 architectes répondent au concours et voilà les 3 finalistes avec Gehry. Donc de 80 à 4, dont Gehry, le projet de Hans Hollein ici, un projet fragmentaire qui ressemble presque à un projet du Gehry du début des années 80, un projet de Sterling qui est plus rigide, qui est très composé, assez compact, et un projet très étrange de Gottfried Böhm, qui est une espèce de gigantesque coupole à l'intérieur de laquelle
aurait flotté la salle de spectacle. Très beau dessin au fusain de Böhm, mais le jury choisit le projet de Gehry que nous voyons ici, fou de joie, lors de l'annonce du résultat devant sa maquette. En effet, n'oublions pas que pour lui, cela faisait office de revanche par rapport à ses frustrations du projet perdu pour le Walt Disney Concert Hall. Pour le MoCA, pour le Musée d'art contemporain, de l'autre côté de la rue. Donc, premier projet que vous voyez ici, dans lequel Gehry insiste sur le fait qu'il essayait de répondre à la fois au contexte et d'être plus fort que le contexte désordonné de Los Angeles, mais qu'il essaye aussi de répondre, et vous le voyez sur cette maquette, aux courbes du répéter, reproduire, faire écho aux courbes du pavillon Dorothy Chandler. Donc le premier projet est ici, partiellement recouvert de pierre, avec une très grande verrière. Vous voyez donc une très grande verrière ici, pour les parties publiques et les parties de réception de la salle de concert. Une annexe ici qui reprend le thème de la boîte avec la coupole de la maison Schnabel. Ce projet, vous le voyez ici sous un autre angle, est un projet qui remporte le concours avec un plan de salle assez intéressant, mais qui ne laisse personne vraiment heureux. Et finalement, sa révision s'impose assez rapidement. Donc, vont suivre toute une série de transformations dans lesquelles nous voyons Gehry autour du rectangle, je dirais presque sacro-saint, ou en tout cas intouchable de la salle de concert elle-même. Il ne touche pas à la salle de concert qu'il imagine dès le début comme devant être inscrite dans un rectangle. Autour de cela, il imagine toute une série de formes de plus en plus hardies. Voici donc les hypothèses pour la salle de concert. Vous voyez beaucoup de maquettes apparaître. C'est un projet qui sera mené avec des maquettes très grandes. Certaines d'entre elles seront des maquettes presque au quart de la grandeur pour certains éléments du bâtiment. En tout cas, des maquettes très, très grandes pour mesurer les effets acoustiques. Donc, l'idée, c'est d'inscrire une forme à l'intérieur d'un rectangle, une forme qui trouve son inspiration dans la philharmonie de Scharoun à Berlin, avec la fragmentation de ces ensembles de sièges autour, le système dit de la vigne, du vignoble, les spectateurs entourant l'orchestre. Donc c'est cette idée issue de Scharoun qui est très puissante dans son projet, qui l'enveloppe dans un premier temps complètement de pierre. Donc voici le deuxième projet, après le concours, un projet dans lequel cette salle toujours rectangulaire et que vous ne pouvez pas deviner en aucune manière, ici elle est en quelque sorte camouflée par ces formes, de grands volumes de pierre qui sont évidemment qui commencent à effrayer les entrepreneurs potentiels. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que le projet commence à devenir, à sembler, à apparaître aux yeux de beaucoup comme une grande extravagance. Gehry développe son projet, intègre dedans, vous le voyez ici, dans le troisième projet, c'est un projet hybride, il intègre dans ces volumes de pierre des volumes couverts de métal. Évidemment, tout cela à l'intérieur est tenu par une structure d'acier. Vous voyez aussi un élément intéressant ici, c'est la présence, le travail sur les espaces extérieurs du bâtiment, sur les jardins qui prolifèrent sur le bâtiment lui-même. Et aussi cet écho du monde de la navigation. Gehry est un navigateur, il avait à l'époque un bateau, il en a depuis dessiné un grand, et donc cette idée d'un bâtiment qui fait écho aux voiles des navires à voile du Pacifique est une idée assez forte. Voilà la version finale qui est finalement totalement conçue en métal, couverte d'acier. La maçonnerie disparaît et ce bâtiment est toujours aussi inconstructible. C'est à ce moment-là, entre ces deux projets, que les maîtres d'ouvrage imposent à Gehry de passer du projet, je dirais, graphique et de la maquette à l'ordinateur.
Donc, c'est un moment tout à fait déterminant dans le travail de l'agence qui va permettre de dessiner complètement le bâtiment, de dessiner l'intérieur, de communiquer avec l'acousticien. Voilà ici une représentation du bâtiment, de la structure du bâtiment. Voici cette structure en construction. Vous voyez que là aussi, comme à Bilbao, elle n'est pas faite pour être vue en aucune manière. C'est une structure qui n'a jamais été pensée comme devant être porteuse d'un message sur le mode de constitution du bâtiment. C'est une structure qui est faite pour être couverte, comme, à nouveau, comme le pan de bois des premières maisons. Voici le plan qui nous montre comment Gehry a travaillé toujours sur ce rectangle très légèrement incliné, en y logeant, en y comprimant la salle de concert elle-même, et ensuite la manière dont il a travaillé sur les espaces interstitiels entre la salle de concert et la périphérie. J'oserais une comparaison musicale peut-être un peu sotte, un peu niaise. Cet espace interstitiel me fait penser à celui qui sépare le violon de son étui. Entre l'étui et le violon, il y a de l'air, mais bien sûr ici, ces interstices sont beaucoup plus complexes et ils permettent notamment l'accès aux différents secteurs de la salle à partir des escalators du lobby. Alors voilà le bâtiment réalisé avec toujours un bloc orthogonal qui lui sert en quelque sorte de fond, qui permet de lire mieux les formes plastiques. Là, la surface d'acier, on le voit ici répondant comme Gehry le souhaitait, comme s'il l'accueillait au pavillon Dorothy Chandler. Et l'on voit l'intérieur qui a souffert beaucoup dans son déploiement des péripéties financières. Cet intérieur, donc l'espace entre le violon à gauche et la boîte à droite, a été très comprimé par rapport au projet initial et c'est une des pertes, c'est un des problèmes de ce bâtiment, c'est que les espaces servant au moment de l'accueil des spectateurs et surtout pendant les entr'actes à l'intérieur, sont assez mesquins, je dirais. On retrouve ces espaces entre la salle de concert et le reste du bâtiment dans les circulations techniques dans les niveaux bas. C'est donc une boîte flottant, une boîte assez rationnelle flottant à l'intérieur d'une boîte plus complexe. Et c'est en fait, bon, ceci ne mettant absolument pas en cause l'acoustique de la salle elle-même, qui est tout à fait remarquable grâce à la contribution de l'acousticien Toyota avec qui Gehry n'a cessé de travailler depuis. Le buffet d'orgue est dessiné par Gehry aussi, c'est une sculpture qui est assez intéressante. Et donc, vous voyez ici l'intérieur de la salle à proprement parler et son prolongement. C'est une des qualités du bâtiment que de se prolonger et ce qui est tout à fait possible dans le climat de Los Angeles, de se prolonger pour accueillir à l'entracte les spectateurs sur les terrasses, c'est-à-dire sur le bâtiment lui-même. Bâtiment sur lequel on peut marcher, ce qui anticipe dans une certaine mesure ce que Gehry fera à la Fondation Vuitton bien plus tard. Dernière image, en hommage à Lillian Disney qui aimait beaucoup la faïence de Delft, Gehry se laissera aller à imaginer cette fontaine qui est à la fois un hommage à Lillian Disney et sans doute un hommage à Gaudi et au banc du parc Güell. Je vous remercie.